Le dictionnaire encyclopédique Qui est, dans son édition de 1953, donne la définition suivante du fleuve Loire. Le plus long, mais le plus irrégulier et le moins utile des grands fleuves français. Au milieu du XXe siècle, un fleuve se devait donc d'être utile. Mais ce manque d'utilité de la Loire présentait pour elle un avantage, car dans le fond, on la laissait vivre en paix. Depuis des millénaires, elle faisait son métier de fleuve, qui consiste à s'obstiner, imperturbable, à ronger le granit des monts du Velay, à le transformer en sable et en gravier, à l'engloutir, le transporter, pour finalement le déposer en aval, où il formait des grèves, des plages ou des frayères à poissons. La Loire ignorait alors que c'est ce même granit transformé en sable et en gravier qui allait plus tard causer son malheur. En ces temps bénis pour elle, les hommes supportaient tant bien que mal ses caprices. Il faut dire que parfois, elle n'y allait pas de main morte. Les grandes crues du XIXe siècle avaient laissé de bien tristes souvenirs. Mais en y réfléchissant bien, le fleuve était-il vraiment responsable de la violence des orages qui s'abattaient parfois sur les monts du Velay ? La Loire ne faisait qu'en recueillir les eaux. Mais c'est sur elle qu'on rejetait la faute, comme si, par une sorte de méchanceté foncière, elle s'était volontairement acharnée à détruire les ouvrages qu'on avait parfois imprudemment construits sur ses rives. Non, elle ne faisait là encore que son travail de rivière, drainer les eaux pluviales et les amener à la mer pour que le cycle s'accomplisse. Mis à part ses accès de colère, la plupart du temps elle cohabitait plutôt bien avec les hommes qui avaient depuis longtemps remarqué que celle-ci charriait de riches limons, propices à l'agriculture. C'est ainsi que tout au long de son cours, on trouvait des chambons, de très bonnes terres, depuis toujours convoitées. Depuis des temps immémoriaux, sa vallée avait servi de voie de pénétration vers les hautes terres. Les escarpements rocheux qu'elle avait sculptés s'étaient vus couronnés de nombreux châteaux, destinés à marquer et à défendre des territoires. Lorsqu'on décida au milieu du XIXe siècle de relier les villes par des voies de communication rapides, c'est encore à elle qu'on fit appel pour déterminer le parcours des voies de chemin de fer. Je travaille à la SNCF depuis un peu plus de 30 ans, à faire la maintenance des installations de sécurité entre Voray et Orec. On peut dire que c'est un privilège par rapport à d'autres qui travaillent dans des milieux urbains, mais aussi c'est enrichissant dans la mesure où on rencontre des gens qui viennent pêcher, se promener. La Loire, pour moi, c'est un fil conducteur, c'est un axe de communication, c'est un fleuve sauvage qui est aussi magique.
Je sais que là récemment il y a eu une noyade dans la Loire, vers Brive-Charensac, et bon, ça peut représenter un petit peu le danger aussi, quoi. Et que c'est imprévu comme phénomène. Il paraît qu'elle a été aspirée par un siphon. Sinon c'est très agréable à regarder. C'est un peu une communion avec la nature, hein. On se baigne dans l'eau. Alors que la mer, je peux pas te dire, c'est salé et puis c'est pas très propre. Et puis il y a trop de gens qui s'y baignent en même temps. Bon, c'est pas très agréable. Nous sommes originaires de Toulouse et nous sommes arrivés il y a 3-4 ans pour une mutation professionnelle et nous habitons à Polignac, à côté du Puy-en-Velay. Mes parents habitués à nous amener à la mer, là où allait tout le monde quand la mode était à aller à la mer, à la plage, nous n'avaient pas fait goûter à ce plaisir-là, et en fait une plage avec des parasols, des gens couchés qui bronzent, une horizon complètement ouverte, qui est, je dirais, moche, ouais, qui n'a pas tellement de saveur, comparé à ici où dès qu'on tourne la tête, le paysage a changé. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus beau, plus pittoresque. Puis ici, levez la tête, vous voyez le château, vous voyez ici une ruine, je sais pas, peut-être une tour, enfin tout. Il y a la nature, il y a l'histoire, il y a tout ce qu'on veut pour être dépaysé bien plus que sur le bord d'une plage. Moi je m'amuse quand j'amène, comme aujourd'hui, des Toulousains qui sont restés Toulousains. Quand je leur fais découvrir, je leur dis je vais vous amener sur les premiers châteaux de la Loire. Alors certes, j'aurais dit celui-là c'est le second, on n'est pas allé encore à Arlande au-dessus, mais c'est quand même les premiers châteaux de la Loire. Vers 1830, le cours inférieur de la Loire fut lui aussi mis à contribution pour participer aux besoins des transports et de la communication. À partir de Roanne, la Loire fut doublée d'un canal latéral qui permit la navigation fluviale vers Digoin, Nevers et Paris. Il faut savoir que sur la partie haute de la Loire, descendaient de Saint-Rambert les fameuses Rambertes qui amenaient du bois ou des matériaux jusqu'à Roanne, où de là on pouvait charger sur des péniches pour remonter à Digoin et remonter sur Paris ou sur l'est de la France. On rendait navigable un parallèle de la Loire. Cette eau, c'est de l'eau de la Loire. C'est-à-dire que le canal n'est pas une consommation d'eau, mais c'est simplement un contournement. Au contraire, il y a des petites sources, des petites rivières qui viennent des fois se jeter dans le canal, des petits cours d'eau, qui fait qu'on en donne plus, les pluies, etc., que ce que l'on utilise. Quoi. C'est le bonheur, hein. Le bonheur est dans le pré. Dans les villes, on construisait des logements et des usines. Mais un jour, la pierre naturelle ne suffit plus. On inventa alors un matériau nouveau, le béton armé. L'exploitation intensive des granulats s'est située dans les années 60. En réalité, au niveau industriel, c'est plutôt en 1966 où une très grosse exploitation a été conçue pour faire face aux besoins réels de nos industries sur la Loire. On travaillait sur des terrains qui étaient déjà d'État, donc étaient gérés par la police des eaux, le domaine public, et également aussi dans des terrains privés. Sur le domaine public, c'était plutôt réservé à cette époque au béton prêt à l'emploi, béton armé, etc. Et puis également au négoce. Dans les années 60, l'environnement n'était pas notre souci majeur, à vrai dire. Tout le gravier a été extrait dans les années 50 d'une façon anarchique d'abord et totalement illégale. Et aujourd'hui, parce que nous avons un barrage qui est le barrage de Grandjean qui empêche la reconstitution du lit, eh bien la Loire est en train de creuser et de s'enfoncer dans le substratum. Et cette incision du lit
fait qu'aujourd'hui, le lit de la Loire a baissé de 2 mètres dans les 20 dernières années. Ce qui fait que les nappes phréatiques aujourd'hui sont au-dessus du lit de la Loire quand elle est à son étiage. Alors, ici, vous avez encore un paysage qui est extraordinaire parce que vous avez la beauté de la ripisylve qui est autour de nous. Mais si nous regardions sous l'eau, nous verrions qu'il y a une véritable catastrophe écologique qui est en train de se jouer sous nos pieds. Alors, quelle est la conséquence? Eh bien, c'est dans ce lit de sable que se reproduisaient tous les poissons, toute la faune benthique, puisque ce lit de sable a disparu, appauvrissement de la reproduction des poissons dans la Loire. Et aujourd'hui, la Loire est bien plus pauvre sur le plan biologique qu'elle ne l'était il y a encore une centaine d'années. Aujourd'hui, exploitants de granulats et écologistes travaillent main dans la main. Créé sur d'anciennes carrières, l'écopôle du Forez constitue le parfait exemple d'une collaboration réussie entre les acteurs de la vie économique et les défenseurs de l'environnement. Cet écopôle est né dans les années 1988, au moment où la Loire était menacée par des projets de barrages. Vous aviez des exploitations de gravier anarchiques sur les bords de la Loire qui laissaient des trous d'eau avec de l'eau croupie, souvent des décharges qui étaient installées par les municipalités ou par les particuliers. Et les naturalistes se sont inquiétés de voir se dégrader ce plus grand fleuve sauvage, le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Et nous avons décidé d'intervenir. Pour intervenir, nous avons racheté ces anciennes carrières abandonnées et nous les avons réhabilitées en utilisant évidemment ce que la nature aurait fait elle-même, c'est-à-dire en faisant des berges douces, en régénérant la végétation. Nous avons des oiseaux partout, des libellules partout, et je crois que nous avons atteint notre objectif. Nous avons rétabli cette douceur de ces bords de Loire qui existaient par le passé et qui étaient prêtes à disparaître si on avait continué à bétonner et à canaliser la Loire. La Loire fut donc ici victime de son propre travail d'érosion. Sur les hautes terres cévenoles, il s'agit alors d'un travail bien modeste. Les couches volcaniques présentent une forte résistance à ces eaux limpides. Nous sommes au pied du mont Gerbier de Jonc, à la source officielle, entre guillemets, de la Loire. Elle a l'aval du Touring Club de France. En fait, elle représente, je pense, c'est un marqueur du tourisme en Ardèche. Et il y avait un besoin que les gens qui viennent ici puissent savoir, se repérer où était la source de la Loire, telle qu'ils l'ont vu dans les livres de géographie à l'école. Nous sommes dans la ferme de la Loire, c'est-à-dire officiellement à la source géographique de la Loire. On peut dire que les géographes se sont intéressés avant le comité du tourisme à la source de la Loire. Et donc, traditionnellement, eh bien, il a été défini que la Loire prenait sa source ici, dans cette étable. Mais nous sommes à côté de la véritable source de la Loire. Enfin, c'est son nom. Entre la véritable, l'authentique, la géographique et les multiples autres, en fait, ce qui est sympathique, c'est que tout le monde vient pour voir les sources de la Loire et non plus la source de la Loire. Et ça permet, au niveau du grand public, de faire passer l'idée que la source d'un fleuve, ce n'est pas un petit point précis, mais plutôt un lieu assez vaste, qu'on pourrait appeler un petit bassin versant, qui va nourrir toutes ces sources qui vont se réunir pour donner un ruisseau qu'on va appeler la Loire. Moi, je viens de Retournac, c'est-à-dire entre Saint-Étienne et Le Puy, voyez-vous, c'est à 60 km d'ici, c'est au bord de la Loire complètement. Mais enfin, j'aime la Loire parce que c'est une rivière qui est quelquefois un petit peu tumultueuse, un peu, et quelquefois calme. Et puis on aime bien aller se promener au bord de la Loire chez nous.
pour moi, c'est très important. Parce que là, la France, déjà, c'est un pays merveilleux. J'en finirai jamais de découvrir. J'ai toujours envie d'aller plus loin, découvrir d'autres départements. Là, j'en connais un tout petit peu, mais ici, c'est magique, c'est merveilleux parce que c'est la source de la Loire, c'est la source de la France, en quelque part, de la vie, de tout. À l'écart des sources officielles, la Loire possède un affluent, l'Aigle-Nègre. Il suffit d'observer la carte pour constater qu'il est non seulement plus long que la Loire, mais qu'il prend sa source plus haut en altitude, au milieu de la forêt domaniale de Bonnefoy, loin du flot des touristes. Nous aurait-on trompé sur l'origine du plus long fleuve de France ? Au confluent des deux cours d'eau, force est de constater que l'Aigle-Nègre possède de surcroît un débit plus important. Mais qu'importe finalement de savoir quelle est la véritable source de la Loire, puisqu'à quelques kilomètres de là, un drame silencieux se joue depuis près de 50 ans. Nous sommes à peu près à 20 km de la source de la Loire, Montgerbier-Jean, au pied du premier barrage, La Palisse. J'appelle ça aussi la deuxième source de la Loire. C'est un barrage qui est construit dans le cadre du complexe usine électrique de Montpezat. Et on prélève à peu près la moitié de l'eau, aussi jeune qu'elle est ici, de la Loire, pour l'envoyer dans l'Ardèche. Le complexe hydroélectrique de Montpezat fut mis en service en 1954. Un barrage sur la Loire, un sur le Gage et un sur la Véradère ponctionne chaque année à la Loire des millions de mètres cubes d'eau. Le lac d'Issarlès est lui aussi mis à contribution. Un tunnel, long de plus de 17 km, achemine les eaux de la Loire vers une conduite forcée qui alimente l'usine électrique construite 60 mètres sous terre sur les bords de la Fontolière, un affluent de l'Ardèche. Cette chute fut à l'époque de sa construction la plus haute du monde. Cette eau qui a été volée à la Loire, en quelque sorte, va être ensuite rejetée dans la Fontolière, qui est elle-même un affluent de l'Ardèche, qui va se jeter dans le Rhône. Et de là, dans la Méditerranée. Alors cette ponction, tout d'abord, elle est très grave pour la rivière. Elle est légale dans le sens qu'il y a une concession qui a été signée, même après un long débat au Parlement à Paris. Mais elle ne correspond plus du tout à ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion moderne des rivières. Par exemple, la directive cadre eau de l'Europe l'interdit quasiment le transfert d'eau d'un bassin à l'autre. Les conséquences écologiques pour la rivière sont très graves dans le sens que vous avez donc un régime innaturel parce que la Loire quasiment elle va artificiellement être coupée de l'eau ou bien suralimentée. Et ça apporte aussi des changements de niveau et de température. Alors la faune et la flore sont affectées par ceci. Au pied du barrage de la Palisse, le débit de la Loire se réduit à un simple filet d'eau. Nous sommes à l'endroit où aurait dû s'élever ce fameux grand barrage de Serre-de-la-Phare. On est à peu près 10 km en amont du Puy-au-Velay. Et c'est là où était empêchée la construction d'un barrage qui aurait détruit cette fameuse Loire sauvage. La construction de ce barrage a été abandonnée suite au combat des associations regroupées au comité Loire Vivante, avec SOS Loire Vivante et bien d'autres associations, qui ont réussi de faire changer l'avis du gouvernement. Après un combat de plusieurs années. Et à la place de faire des barrages, on a décidé un plan Loire grandeur nature qui est une nouvelle méthode de gestion d'une rivière qui respecte le fleuve. Aujourd'hui, les aménageurs semblent avoir compris qu'un fleuve est une entité vivante et qu'à ce titre, il se doit d'être respecté. Quelques affluents de la Loire dont les eaux ont été épargnées par l'action de l'homme
abrite encore d'étranges créatures. La moule perlière est un excellent indicateur de la qualité de l'eau, sans doute même le meilleur, puisque dès lors que des quantités de nitrate, par exemple, dépassent 1,7 mg par litre, une concentration donc très faible, cette espèce ne peut plus se reproduire. Le cycle de la moule perlière est extraordinaire. Les mâles et femelles sont séparés, il y a donc fécondation, des larves sont libérées dans l'eau, et pour poursuivre le cycle, la larve doit être capturée, si on peut dire, par un salmonidé, une truitelle ou un tacon, c'est-à-dire un jeune saumon. Et ensuite, au bout d'un mois ou plusieurs mois, la larve va se transformer, tomber dans le sédiment sous la forme d'une jeune moule et va passer une partie de son cycle, c'est-à-dire 4-5 ans, enfouie dans le sédiment. Et ce n'est qu'au bout de 4-5 ans qu'elle va arriver à la surface. C'est une espèce qui va vivre plusieurs centaines d'années, maximum c'est 200 ans. Cela signifie que si dans une rivière nous avons cette espèce qui se reproduit, ça veut dire que depuis des siècles, il y a une eau de bonne qualité. Seulement, il faut dire que beaucoup de rivières ont perdu cette espèce et que sur les rivières où elle persiste encore, eh bien, les effectifs ont diminué très très fortement. Le retour de la moule perlière dans les cours d'eau peut s'imaginer, certes, en ayant beaucoup d'optimisme, c'est-à-dire que si la qualité de l'eau redevient ce qu'elle était auparavant, à ce moment-là, la moule perlière pourrait revenir reconquérir les rivières, mais il lui faut, bien entendu, vous l'imaginez bien, elle ne se déplace pas. Donc il lui faut un transporteur en quelque sorte, et le meilleur des transporteurs pour la moule perlière, c'est le saumon. Et vous voyez que l'avenir donc de la moule perlière, quelque part, passe par le saumon, qui lui aussi est un symbole de qualité des eaux pures et un symbole de la connectivité de l'ensemble des cours d'eau. La rivière constitue un milieu riche et complexe où la survie d'une espèce est souvent tributaire de celle d'une autre espèce. Il suffit parfois qu'un maillon de la chaîne soit rompu pour que tout le système s'en voie affecté. Le saumon atlantique fait figure de symbole lorsqu'il s'agit d'évoquer les espèces ayant subi le plus durement les effets de l'aménagement irréfléchi du haut bassin de la Loire. Dans le bassin de la Loire et de l'Allier, ce poisson était une monnaie d'échange. Donc c'est ce qui a contribué à sa valorisation locale et à cette réputation. Si vous voulez, au Moyen-Âge, les seigneurs exigeaient d'avoir une partie de leurs impôts réglés en saumon, qui était salé ou bon, ils se débrouillaient pour le conserver. Il y en avait une grosse partie également qui servait à faire du troc, qui partait sur Paris ou dans le Midi, et ce poisson donc était échangé contre des denrées qui manquaient à la région. Et mis à part cela, il y avait donc une législation de l'époque qui précisait que les métayers n'avaient pas le droit de donner plus de 2 fois de saumon à leurs employés, tant ils étaient dégoûtés de manger de cet animal qui était très répandu. Un jour, peut-être, le saumon remontera-t-il jusqu'aux eaux de la jeune Loire. C'est de la prise de conscience de chacun, ainsi que des choix des aménageurs et des hommes politiques, que dépendra l'avenir du plus long et du moins utile des grands fleuves français. En fait, cette Loire, je l'appelle toujours la princesse des fleuves parce qu'elle est capricieuse, elle fait ce qu'elle veut. Elle a des débits très importants, ça peut tripler, quadrupler, même 10 fois plus de l'eau dans quelques heures pour revenir un petit fleuve calme après. C'est vrai que l'homme a toujours voulu la dompter, il n'arrive pas. Parce que l'endiguer, faire des barrages, n'arrivera jamais à la calmer. Il faut lui laisser son espace. Il faut rendre le lit là où on peut, partout. Même détruire peut-être certaines maisons, des bâtiments, même des sites industriels qui ont été construits dans son lit finalement. Enfin, pour lui donner la possibilité de s'étaler, de se freiner et d'être finalement moins dangereux pour l'homme.